peut avoir plus de flexibilité, plus dans le choix des paramètres. Et donc la méthode de la guerre est une méthode purement d'approximation et qui est utilisée un peu dans les mêmes ordres d'idées et les mêmes problèmes. Alors, là où j'étais un tout petit peu frustré, c'est sur la partie statistique, vraiment, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire ensuite au niveau estimation, et en particulier donc sur le choix de ta mesure de référence et donc ton M et ton R. Ouais, c'est vrai que c'est ça un problème. Vraiment, comment est-ce qu'on peut imaginer des techniques et quel est le lien finalement entre la queue de distribution de tes sinistres et ces paramètres-là? Comment est-ce qu'on pourrait essayer de... Alors j'ai essayé en fait entre le moment où j'ai rendu le manuscrit et la soutenance de creuser un peu cet aspect statistique pour tenter d'avoir quelque chose à montrer. Et c'est vrai que j'ai manqué un peu de temps pour bien prendre du recul par rapport aux résultats que j'ai obtenus, en tout cas sur l'estimation des distributions composées. En revanche, je peux proposer un exemple d'application de l'estimateur pour retrouver une densité, j'ai pris l'exemple d'une densité inverse Gaussian, qui est une densité donc, qui correspond à l'atteinte d'un seuil par un mouvement brownien avec drift. Et donc rapidement, juste pour définir l'estimateur statistique, donc on repart de notre formule d'approximation polynomiale, on considère notre variable aléatoire de x. On va avoir donc, notre représentation polynomiale tronquée, et on va remplacer transformer notre approximation en estimation. Et on va donc remplacer on va remplacer donc les coefficients de la représentation AK par leur contrepartie empirique, donc ça c'est bon. On a vu que c'était sous la forme de moment, donc voilà, on estime tranquillement. Et on va avoir ici la densité de la mesure de référence, on va aussi estimer les paramètres. Et c'est vrai qu'il y a toute une discussion, en tout cas, quand on a fait de l'approximation sur la distribution composée, on avait des résultats qui paraîtraient sans doute un petit peu contre-intuitifs dans un cadre statistique, puisqu'on aimerait bien que la distribution de référence ressemble à la distribution qu'on cherche à développer. Et en fait, dans l'approximation, on voyait que, au final, il ne fallait pas prendre la distribution de grand X, la somme agrégée, pour choisir les paramètres, mais plutôt la distribution des sinistres. Donc ça, c'était un peu... il fallait prendre en compte cette distribution des sinistres, aussi parce qu'il fallait qu'on ait une transformée de la place bien définie. Et c'est plutôt là-dessus qu'on était... donc c'était... Pour moi, dans l'après, pour utiliser l'estimateur, je pense qu'il faut aussi prendre en compte ce que nous disent les approximations et ce qu'on a choisi comme paramètre, et faire ça en cohérence avec l'approximation. Bon. Donc ça veut dire, ce que tu proposes, c'est plus de calibrer le M et le M et le R, simplement en regardant finalement les sinistres. Et, Ouais, en fait, si on prend l'exemple de la probabilité de ruine, je vais vite salir les mains. Si je prends l'exemple de la probabilité de ruine, on a vu que l'approximation, elle allait être valide que si on arrivait à trouver un gamma de M, solution de l'équation qui lie la fonction génératrice des moments de V, qui était dans la somme, et le paramètre de la géométrique. Donc il faut trouver l'abscisse de convergence. Et donc a priori, si on fait une estimation des paramètres de la mesure de référence basée sur les moments de la distribution composée, et on va prendre la moyenne et la variance de la distribution composée, on va se retrouver avec des paramètres qui vont ne plus vérifier du tout les conditions pour lesquelles l'approximation polynomiale est valide. Donc a priori, pour passer à l'estimation typiquement de la probabilité de ruine ultime, si on considère vraiment ce cas-là, il faudra sans doute trouver une estimation de la solution de cette équation. Et effectivement, ça existe. Il y a déjà ce qu'on appelle des estimations de l'indice c'est tail indices. Et du coup, on a des estimateurs qui sont un peu, qui sont un peu basés sur les statistiques de rang et statistiques d'ordre, pardon, et qui ressemblent un peu à des estimateurs de Hill. Et donc on va avoir des estimateurs en fait, ce qu'on cherche à avoir, c'est le paramètre de la loi exponentielle qui décrit la queue de distribution. Et effectivement, il faut passer à l'estimation, il faut s'intéresser donc à la loi des sinistres et non pas à la loi complète. Donc ici, juste pour revenir sur mon illustration, donc on va avoir les coefficients de l'approximation, donc c'est des AK, donc il y a N, et donc c'est des moments. Donc on va considérer ici ZK, estimateur sans biais de AK, dont la variance va être notée ici sigma carré, et on va avoir comme estimation WK fois ZK. WK, en fait, ça va être un modulateur qui va nous permettre d'optimiser d'une certaine façon l'erreur moyenne quadratique intégrée qu'on va introduire après.
Et donc l'ordre de troncature des polynômes, on va bien sûr se limiter au nombre d'observations pour ne pas aller faire de l'overfitting et aller chercher à estimer plus de paramètres qu'on a d'observations. Donc on va limiter l'ordre de troncature à n observations. L'erreur quadratique moyenne intégrée dont je parlais, on l'a définie comme ça. Et on se retrouve avec un compromis de biais-variance à faire, assez classique en estimation non paramétrique, avec le biais au carré en fait ici, et vraiment la variance là. On va vraiment on va négliger en fait cette partie-là du biais, parce qu'on ne peut pas en fait faire mieux. Cette partie-là, en fait, on ne va pas s'y intéresser du tout. De toute façon, on ne peut pas la calculer, parce qu'on n'a pas accès aux coefficients plus loin. Et on va vraiment s'intéresser aux deux parties ici. Donc c'est en fait l'erreur qu'on fait entre l'estimation et l'approximation tronquée. On se retrouve avec ça. En plus, cette partie-là, elle est quand même assez négligeable par rapport à la variance, puisqu'on a vu par exemple, si on utilise des mesures gamma et les polynômes de Lagarde, que les AK vont aller en 1 sur K. Donc, ce qui va déjà être une quantité qui va en fait décroître très vite par rapport aux valeurs d'erreur liées à la variance. On se trouve avec ça. Ensuite, on a les estimations pour la variance et nos estimateurs, et nos coefficients carrés, qui vont nous permettre de calculer, de donner une estimation de notre erreur ici. Et donc on va essayer de choisir le W. Donc le W, j'en ai parlé ici. C'était ça. J'en parle après. Voilà. Donc le modulateur, on va le prendre dans une certaine classe, qu'on appelle sélection de modèles emboîtés. On va choisir en fait de tronquer à un certain moment. Et donc ça, on va regarder en fait l'évolution de l'erreur quadratique moyenne en fonction de où on tronque. Et comme on peut la calculer pour tous les coefficients, bah c'est bien, on va avoir une espèce de courbe d'erreur quadratique moyenne. On va s'arrêter au moment où on voit qu'on optimise l'erreur quadratique moyenne intégrée. Donc pour l'illustration, du coup, j'ai pas pu obtenir des résultats intéressants pour la distribution composée. Du coup, je propose une autre illustration statistique avec une distribution inverse Gaussian qui correspond au temps de passage à un niveau fixé d'un mouvement brownien avec drift. Donc pour l'exemple, on va prendre lambda égale à 2 et mu égale à 4. Donc c'est cette distribution-là qui ne ressemble pas trop non plus à une distribution gamma, parce que bon, si on prenait une distribution gamma, clairement on allait s'arrêter au premier en faisant de l'estimation paramétrique simple. Donc il fallait un exemple un peu plus marrant. Voilà les données. Donc ça c'est, on fait varier la taille de l'échantillon de 10 jusqu'à 1000, en se disant qu'en fait l'estimation semi-paramétrique, ça va peut-être se placer entre l'estimation paramétrique et non paramétrique. Si on n'a pas beaucoup de données en non paramétrique, on va vraiment avoir des difficultés, alors qu'en paramétrique, on peut quand même obtenir des résultats si on arrive à bien avoir une bonne intuition des lois qui sont derrière, on va bien réussir à trouver une distribution. Donc ici, on a... Et donc du coup, ici, on a les observations de l'univers Gaussian, donc, avec l'échantillon qui croît, la taille de l'échantillon qui croît et la densité de l'univers Gaussian par-dessus. Voilà l'évolution de l'erreur quadratique moyenne en fonction de l'ordre de troncature. Donc on constate que quand on a 10 observations, on s'arrête à 2, on s'arrête très vite. En même temps, on n'a pas un ordre de troncature qui peut être au maximum égal à 10. On a ici pour 100, c'est quelque chose comme 17, 15, non peut-être 10, 11, je sais pas. Quelque chose comme ça. Ici on est à 18, pour 50 et 100. Et 500 et demi. C'est pas 50, c'est 500. Et donc voilà la différence entre la probabilité, la fonction de survie, et donc la fonction de survie approchée par les polynômes, approchée en prenant la fonction de survie empirique. Ici on a un truc purement paramétrique si on suppose que c'est une loi gamma, donc si on se trompe de modèle, et donc les fonctions de survie tracées ici, là c'est pour le nombre d'observations qui est égal à 10. Donc on a ici des erreurs qui sont en lien un peu avec ce qu'on a empiriquement, mais bon, avec 10 observations, clairement, on s'attendait pas non plus, je ne m'attendais pas non plus à avoir des résultats très péchus, donc bon, là c'est quand même, on est là, on est presque mieux finalement avec un modèle paramétrique dans ces cas-là. Donc là, quand on augmente le nombre d'observations, on constate qu'on se rapproche quand même plus de la bonne distribution, on reste assez cohérent avec Monte Carlo, on voit que nos courbes, elles se rapprochent de la courbe de la vraie probabilité de survie, enfin de la vraie fonction de survie, qui est en noir, sur le graphique tout à droite. Donc quand on augmente, eh bien, on s'aperçoit qu'on diminue bien l'erreur. Notamment ici, on va vraiment avoir une erreur qui est très, très faible comparée à l'estimation empirique qu'on fait. Là, c'est juste pour montrer qu'en fait, cette approximation, elle peut transformer en un estimateur qui peut bien marcher dans certains cas, notamment celui-là.
Et donc voilà, après, le but effectivement, c'est de s'intéresser à l'estimation statistique des distributions composées. Et là, on a des problèmes qui vont venir se poser parce qu'on va avoir des tailles d'échantillons qui vont potentiellement être faibles, en tout cas pour n et la charge totale grand X. Pourquoi? Parce qu'une compagnie d'assurance ne va pas conserver un historique sur ces montants de sinistres agrégés qui va être très long. En fait, si on a besoin ici de 1000 observations, il faudra avoir 1000 ans d'historique. Si on considère une période d'exercice de 1 an. Donc ça fait beaucoup trop en fait. On va avoir plutôt des trucs de type 10, 20 ans d'historique. Donc c'est pas beaucoup d'observations. Donc ça pose des problèmes pour appliquer les méthodes. Comme on l'a vu, si on ne fait pas beaucoup d'observations, on n'a pas une bonne estimation des probabilités. Et donc on va avoir un échantillon de charge totale, un échantillon pour le nombre de sinistres. Donc là on a un par an, une observation par an. Et on va avoir des échantillons pour les montants de sinistres qui, eux, vont être plus élevés, puisqu'on va avoir plusieurs sinistres par an, donc on va avoir plus d'observations. Ce qui va permettre de plus facilement calibrer une loi pour les montants. Pas forcément évident d'utiliser notamment l'échantillon de charge totale directement dans les estimateurs. Donc on peut prendre un modèle full paramétrique, faire des tests d'adéquation pour choisir la loi sur le nombre de montants, le nombre de sinistres, et... C'est trop long, parce que sinon je... Donc on va calibrer une loi pour le nombre de sinistres sur la période d'exercice, loi paramétrique, une loi sur les montants de sinistres, on va effectuer une inférence statistique des paramètres, et ensuite on va se retrouver avec notre distribution composée calibrée, mais dont on n'a pas une expression explicite, donc on va utiliser une méthode d'approximation. Donc ça c'est le point de vue full paramétrique. Ensuite il y a le full non paramétrique. Donc là, ce serait utiliser directement nos données de charge totale x1, xn dans les formules des estimateurs. Et donc c'est vrai qu'on peut se poser la question des observations qu'on va utiliser. Et normalement, on va plutôt utiliser ces... En tout cas, voilà. On va se poser la question de quelles observations on va utiliser pour inférer les paramètres de la mesure de référence, puisqu'on a vu qu'éventuellement on pourrait plus lier cette inférence aux observations des sinistres plutôt qu'aux charges totales. Et par contre, pour la représentation polynomiale, on va utiliser vraiment l'échantillon de charge totale pour avoir nos coefficients de la représentation. Et c'est vrai que là, il y a des questions qui vont se poser, et j'avoue que pour le moment, j'ai pas une réponse claire à donner. Et le second paramétrique, alors ça, c'est du bricolage. En fait, on calibre une loi paramétrique pour la fréquence des sinistres, binomial négatif, poisson. Ensuite, on fait de l'inférence des paramètres pour la loi des fréquences via nos observations de n. Bon, on va tenter d'obtenir une estimation qui ne va pas être très bonne si on n'a pas beaucoup d'observations, mais bon. Et ensuite, on va plugger les coefficients de la représentation polynomiale après les avoir estimés à l'aide des montants de sinistres. Et en fait, on va utiliser une relation de récurrence qui existe entre les moments de la variable aléatoire grand X, somme agrégée, distribution composée, et les moments de n et de u. Et là, ça va être une estimation qui va être un petit peu folklorique, et je ne sais pas ce que ça va donner, mais peut-être ça peut donner des bonnes approximations. En tout cas, si on n'a pas beaucoup d'observations pour la meilleure approximation, si on n'a pas beaucoup d'observations pour grand X. Voilà, je crois que j'ai fini. J'ai plus de slide après. J'en avais d'autres, mais Monsieur le rapporteur, est-ce que votre frustration a été effacée? tout à fait, parce qu'il y a encore du travail. Mais visiblement, il n'a pas eu le temps. Oui, non, il y a encore du travail. C'est intéressant. Merci beaucoup. Il est de tradition, au moins dans mon domaine, de laisser la parole uniquement au directeur de thèse à la fin. Donc je propose maintenant d'intervenir avec Xavier Guéraud. Donc je vais passer la parole à Xavier Guéraud, qui est le responsable en entreprise de Pierre Olivier. Mes commentaires, ça va juste se borner avec les commentaires, j'avais dit, merci pour la présentation aussi, j'ai noté la clarté, la volonté de rendre quand même accessible un domaine qui est pointu et puis complexe et diffus, on comprend bien la complexité du domaine. Et pour rebondir sur le commentaire précédent, Patrice, sur l'équilibre entre la partie académique et puis la partie industrielle ou entreprise, effectivement, dans les faits, il a été très bon, il a pu développer. Donc, tout ce qui a été démontré là, effectivement, dans la partie académique, dont on sent que ça penche un petit peu plus vers cette partie, mais aussi des préoccupations très opérationnelles comme celles qu'il a réellement mentionnées au début, et qui a donné lieu aussi à publication et qui ont pu être appliquées au sein de l'entreprise de manière fructueuse. On sent un exemple de R&D en interne. Et donc, pour cette partie-là aussi, il y a eu beaucoup de travail, même si effectivement, on devait faire des choix pour la présentation, c'était normal que ce soit
l'harmonie entre les deux, je trouve que c'était, en tout cas de mon point de vue, vraiment un excellent exemple. Et ça fait à la fois toutes tes qualités sur les deux plans. C'est juste deux questions au-delà des commentaires. Bon, moi, merci Xavier. Alors moi, en tant que président, je vais quand même essayer de poser quelques petites questions, mais je devrais simplement dire d'abord que je suis complètement incompétent et complètement béotien en la matière, et donc je pense que vous n'aurez pas de transparent à me répondre. J'ai d'abord une petite remarque, c'est sur la théorie de la ruine. Alors c'est plus une remarque à destination des compagnies d'assurance, parce que la théorie de la ruine me semble un peu rudimentaire. Tout simplement parce qu'il n'y a ni actionnaire, ni recapitalisation possible, ni... si, il y a un transparent. Non, il y a un transparent. Je ne sais pas sur le modèle de Alors, je ne sais pas si vous connaissez, et si AXA connaît les modèles de Schmidt, par exemple, qui sont des modèles en fait de contrôle optimal stochastique, d'optimisation, dans lesquels la compagnie d'assurance décide en temps réel d'affecter des dividendes et de recapitaliser, ce qui fait que la probabilité de ruine a une expression extrêmement différente, puisqu'elle résulte d'une optimisation. Elle résulte du fait qu'à chaque instant, la baignoire se remplit continuellement, elle se vide par saut, et que quand elle arrive, en général, c'est des stratégies barrières qui sont utilisées, c'est-à-dire que quand la baignoire est très pleine, les capitalistes prennent leurs dividendes, et quand la baignoire est très vide, ils remettent au pot. Ou l'État. C'est souvent l'État. Hein. Voilà, donc ça donne une probabilité de ruine un peu différente. Et je pense qu'AXA est conscient de ça. Mais voilà, donc ça c'est une première. Alors, dans mon domaine, on pose des questions en rafale, et l'impétrant, comme on dit chez nous aussi, répond après. Je suis désolé. Pas de problème, ça c'est la première remarque, et donc tu n'es pas obligé de répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre, bien sûr, puisque c'est une remarque qui échappe au sujet de la thèse. Moi j'ai une question, mais une question totalement de béotien. C'est qu'il me semblait qu'un polynôme était rarement nul à l'infini. Et donc c'est très curieux c'est vraiment pour moi quelque chose d'assez curieux de pouvoir estimer, de pouvoir approximer une densité de probabilité qui est relativement nulle à l'infini par des polynômes. Ce qui veut dire que les AK doivent se comporter très très vite vers zéro pour pouvoir annuler cet effet-là. Il y a ça, et puis il y a des fois les polynômes aussi ont des valeurs négatives. Et donc j'ai des problèmes avec ça. Je me demande si ça est-ce que ça a un impact sur l'approximation. C'est cette remarque de béotien clair, tout ça, qui me dit qu'un polynôme est rarement nul à l'infini. J'ai essayé, hein, c'est difficile à faire. Du coup, et donc je me pose la question. Il y a une troisième remarque que je voulais savoir, que je voulais émettre à la lecture du document et aussi avec l'exposé. Que se passe-t-il si la loi des sinistres est une loi à queue épaisse? Est-ce que les polynômes, ça marche toujours bien? Je suis embêté. Alors il me semble, alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'à la loi inverse gaussienne est une loi à référence infinie. Non, c'est le temps de retour à zéro qui te... Non, l'inverse gaussienne, sa moyenne est très connue, enfin c'est nul. Mais l'espérance du temps de retour d'un gaussien à zéro, avec drift, il me semble que c'est à zéro. Ah oui, à zéro. Bon, peu importe. C'est vraiment le temps, l'inverse gaussienne, ça modélise le temps. L'espérance du temps. Oui. Non? L'espérance du temps de retour à zéro d'un truc avec drift? Il me semble que c'est un truc avec l'expérience. Ça c'est infini, mais là c'est vraiment le temps d'arriver à un seuil fixé. Ah, il démarre à un endroit, il va d'accord. à un seuil avec son... Donc, non, mais c'était anecdotique. Donc, est-ce que ça a une incidence ou pas? Et la dernière question concerne la modélisation des corrélations, l'approximation sur les vecteurs. Quid des copulaires? Est-ce que les copules peuvent être utiles à ce genre de choses ou pas? Voilà, merci. Par ailleurs, j'ai oublié de dire, mais ça, en général, on le dit au début, que je vous félicite pour l'ensemble de votre œuvre et pour votre exposé, qui est particulièrement clair. J'espère que c'est la règle générale en mathématiques. Voilà, j'essaie de me remémorer les... Tu vois, il y a 4 questions et tout. Alors, c'est un burger quiz. Oui, c'est le petit burger de la mort. Donc ça permet de déstabiliser un peu. Ouais, c'est vrai. Ruine polynôme à l'infini, queue épaisse et copule. C'est ça.
Ok, alors pour ce qui est de la théorie de la ruine, c'est vrai que là on est passé on est vraiment étudié un modèle qui est assez rustre, et qui est le modèle de base de la théorie de la ruine, le modèle de poisson composé. On n'a vraiment pas beaucoup de complexité à ajouter au modèle, parce que déjà c'est des modèles sur lesquels on a déjà des difficultés à calculer les probabilités de ruine, mais c'est vrai que donc on est parti d'un modèle de ruine très simple, alors qu'on va bientôt passer, enfin on va passer nous sans doute, en tout cas dans le cadre de l'approximation polynomiale, à des modèles de ruine plus compliqués, où on va intégrer des taux d'intérêt et des taux d'inflation. Il y a effectivement aussi cette vision très 0,1 de la probabilité de ruine qu'on a considérée. Ici on considère que une fois qu'on passe en dessous de 0, on est mort, alors que c'est vrai qu'on peut nuancer cette définition de la probabilité de ruine pour lui donner un caractère sans doute plus réaliste. Effectivement, on peut aussi penser à la récompense aux actionnaires en plaçant un niveau des dividendes avec une barrière. Et donc tous ces problèmes vont engendrer forcément une modification de la valeur de la probabilité de ruine suivant les différents paramètres et les différentes features. Ce n'est pas une question qui s'adressait à vous en fait. Non, mais c'est juste de la pour dire. profession. C'est vrai que moi, par exemple, la théorie de la ruine, je ne sais pas à quel point c'est utilisé sur Excel. Je crois pas. Je sais pas, en tout cas, dans notre, moi, nous, dans le département d'assurance vie, c'est sûr que non. Mais, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir nuancer, en tout cas, la définition de la probabilité de ruine en se disant que voilà, si on passe en dessous de 0, mais pas beaucoup, au final ça va peut-être pas se voir et on va repasser au-dessus assez rapidement, et sans doute que voilà, les autorités de contrôle n'ont pas le nez dans les comptes continuellement dans le temps et sont toujours là. Non, on pourrait éventuellement se dire qu'on est ruiné si on est en dessous de 0 à certains moments donnés, déterministes, ou se dire qu'il y a des contrôles inopinés. Dans ces cas-là, on pourrait être ruiné à certains moments qui seraient aléatoires dans le temps. On pourrait se dire qu'on est ruiné que si on passe en dessous de 0 suffisamment, que la ruine soit suffisamment sévère en fait, et fixer un niveau en fait où si on est juste un petit peu en dessous, eh bien effectivement les actionnaires peuvent revenir et recaver et effectivement faire passer la réserve au-dessus de 0. Ou aussi se dire, bon, si on reste pas suffisamment longtemps en dessous de 0, eh bien on peut. Voilà, donc il y a effectivement d'autres modifications, c'est intéressant de s'intéresser, de pouvoir essayer de concrétiser ces modèles de ruine et pour les appliquer, les rendre plus réalistes et qu'on puisse effectivement les utiliser dans une compagnie d'assurance pour gestionner les risques. Donc la deuxième question c'était les polynômes à l'infini. Voilà, c'est transparent là. Avec les oscillations, il me semble que est-ce que l'oscillation des précisions provient de là ou pas? Parce que moi j'ai toujours remarqué que dans les graphiques, il y a des oscillations. Effectivement. Ça vient de là. Donc en fait, il y a deux phénomènes qui vont rentrer en ligne de compte ici. D'abord, la densité de probabilité qu'on veut retrouver, c'est celle-là. C'est la représentation polynomiale, c'est pour celle-là, et on va ensuite rajouter la fonction de densité de la mesure de référence. Donc on va multiplier notre représentation polynomiale par un truc ici, qui en l'occurrence est une mesure gamma, donc avec une exponentielle décroissante qui va écraser les polynômes. Tandis que ça va tendre vers l'infini. Ça c'est sûr. Et ensuite, les AK, effectivement, ils vont décroître vers 0, de toute façon, ce qu'on ait une bonne précision avec les premiers termes. Ça c'est juste pour l'approximation. Oui, mais ça veut dire que tu ne peux pas mettre la mesure de Lebesgue à la place de f nu, quoi. Non. Ah non. Oui. Non, la mesure de référence, c'est une mesure de Il probabilité. n'y a pas de probabilité uniforme sur R+. En fait, il existe effectivement des polynômes qui vont être orthogonaux par rapport à la mesure uniforme, je crois que c'est le polynôme de Legendre. Et dans ces cas-là, on peut éventuellement se dire que si on a une variable aléatoire qui est sur 0,1, sur 0,1, on va utiliser le polynôme de Legendre et la mesure uniforme. Merci, c'est très bien. Et qu'est-ce que. Il y avait aussi la positivité. Ça, c'est la même question. Parce que la précédente n'en était pas. Non, c'est aussi une question qui est très intéressante, la positivité, parce que c'est vrai qu'on donne ici une approximation de la densité. Alors, elle s'intègre bien et égale à 1. Par contre, on n'est pas sûr que ce soit positif tout le temps suivant l'ordre de truncature. Et ça, c'est un problème ouvert assez compliqué, de savoir à quel moment on est sûr d'avoir de la positivité. Par contre, on peut quand même pratiquer de la chirurgie là-dessus et remplacer notre approximation par le max de l'approximation est 0. Comme ça, on est sûr de rester positif tout le temps. Par contre, on va peut-être perdre un peu sur certains endroits de la distribution, certains endroits de la densité, on va peut-être perdre en précision. C'est clair que si on prend des ordres de truncature qui ne sont pas assez élevés, peut-être qu'on va avoir des densités qui vont être négatives par an. Ça, c'est gênant. Donc ensuite, c'était les QFS. Ouais. Distribution à queue lourde. En fait, dans les variables aléatoires, les distributions, on peut les scinder en deux groupes, les distributions à queue légère et les distributions à queue lourde. Donc distribution à queue légère, on va avoir une queue de distribution qui va vraiment s'écraser et devenir, donc est associée avec les valeurs très importantes de la variable aléatoire vont être associées à des probabilités très faibles, d'occurrence.
Par contre, les distributions à queue lourde, elles vont admettre des probabilités qui vont être assez, qui ne vont pas être négligeables dans la queue de distribution. Et ça, c'est très dangereux pour les compagnies d'assurance si eh bien, on imagine des montants de sinistres qui suivent une distribution à queue lourde, c'est-à-dire qu'on peut avoir des montants de sinistres très élevés avec une probabilité non négligeable, donc qui peut très facilement impacter le résultat. Ici, on a dit qu'on a confondu la transformée de Laplace avec la fonction génératrice des moments, et il nous faut une transformée de Laplace qui soit bien définie. Et ça, directement, ça élimine en fait les distributions à queue lourde, parce qu'on ne va pas avoir une... Ça se voit puisque c'est exactement. inférieur à puissance moins assez. Exactement. Donc c'est vrai que notre méthode numérique va être limitée aux distributions où on va avoir une transformée de Laplace bien définie. Ici. Et donc c'est vrai que pour un peu compenser ce truc-là, on avait pensé, on n'a pas illustré ça, on avait pensé à en fait prendre des distributions à queue lourde tronquées, en se disant que eh bien, sur ces contrats d'assurance, on va avoir de la réassurance avec une limitation, un seuil, et qu'éventuellement on peut s'intéresser à des distributions cumul de sinistres avec des distributions à queue lourde mais tronquées. Vous savez pourquoi il fait réembaucher chez les réassureurs? Il paye mieux un Swiss Re, par exemple. C'est possible. Et voilà. Donc il y avait une quatrième. C'était les copules ou pas? Est-ce que ça a intérêt ou pas? Oui, bien sûr, ça. Alors du coup, les copules, ça a un intérêt. C'est effectivement dans la discussion ici du vecteur V. Donc le choix de la distribution bivariée qu'on va utiliser. Là, on a choisi une distribution de downtown. Elle était pratique parce qu'elle est absolument continue par rapport à Lebesgue bivarié. Il faut savoir qu'on a des distributions, d'autres distributions exponentielles bivariées qui ne vont pas être forcément absolument continues par rapport à Lebesgue. Et en fait, c'est vrai qu'on pourrait très bien ici utiliser l'outil copule pour en fait, définir des lois marginales et puis ensuite décider de la structure de corrélation entre elles et avec les copules. Donc, par contre, il faudra être en mesure d'écrire la transformée de Laplace de cette distribution bivariée. Ça peut engendrer des problèmes. Là, pour la distribution de downtown, c'est vrai que j'ai un peu pris l'option de la facilité puisque j'avais une densité, une transformée de Laplace. Je peux faire mes calculs tranquillement. Là, il faudra peut-être faire un peu de manipulation pour avoir des expressions de transformées de Laplace qui soient exploitables. Et puis les moments aussi. Voilà. Merci beaucoup, c'est très complet, très précis. Donc pour terminer, je vais donner la parole aux deux directeurs de thèse. Alors, je ne sais pas quel est l'ordre protocolaire. Peut-être l'autre va parler en dernier. Hein? Donc Stéphane Nazael, professeur à l'Université de Lyon 1. Bien, merci. Merci beaucoup pour l'exposé, du coup aussi très clair. Alors, moi je suis assez content parce que d'habitude je fais faire des répétitions à mes thésards pour les soutenances. Là, non, pas du tout. Et là, voilà, quand on était à Liverpool à une conférence, on a fait d'autres activités le soir. On n'a pas fait de répétition de soutenance, alors que d'habitude j'ai l'impression que c'était utile. Là, je suis très content de voir que finalement, il ne faut plus faire de répétition. Parce que c'était très bien et quelques conseils la veille au dernier moment, finalement, suffisent largement. Donc, peut-être que Denis avait en cachette des répétitions, je crois. Félicitations. Je tenais aussi à remercier AXA et Xavier qui... Xavier a bien su protéger Pierre-Olivier au bon moment de certaines surcharges de travail, même s'il y a eu une charge de travail importante chez AXA. Et Xavier l'a déjà dit, mais ces travaux ont fait l'objet de présentations au plus haut niveau d'AXA. Ça a été très apprécié par le chief risk officer d'AXA France, Jean Malo, et par d'autres personnes assez haut placées. Donc là, ici, on a vu la partie, je dirais, plus académique, mais je tenais à souligner, dans le cadre de la TASIF, que la partie plus R&D en entreprise me semblait aussi tout à fait pertinente. Dernière chose, Pierre-Olivier a travaillé de manière assez indépendante. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important. C'est pas facile de travailler avec Denis, moi et Xavier, parce qu'on est toujours par bons et par mots. Et donc, je suis très content du chemin parcouru. Et j'ai été aussi bluffé non seulement par la tenue, mais par le vocabulaire. Il n'y a pas eu de théorème stylé ou de choses comme ça qui, au départ,
où j'ai commencé. Si péchu, Il y a eu péchu, il y a eu le petit beurre d'amande, mais c'était quand même assez sobre. Et donc, pour mon thésard surfeur ascendant snowboarder, c'était très bien. Je te félicite encore une fois et je te souhaite très bonne continuation. Denis? Je vais rajouter un peu des choses qui ont été dites sur les TEDxIF. Déjà, je félicite Pierre-Olivier pour sa présentation, parce que c'est vrai que là, je découvre, j'avais vu les slides, mais il a tout préparé. C'était vraiment minuté, super bien exposé, j'ai trouvé.